Bonjour, je vais donc parler dans cette vidéo de puissance développée par un cycliste sur son vélo et surtout de lois physiques propres au cyclisme. Beaucoup de cyclistes utilisent aujourd'hui des capteurs en tout genre, vitesse, pente, puissance, cadence, etc. Le but de cette vidéo est donc d'utiliser les lois de la physique et de les appliquer à notre sport, histoire d'expliquer plus scientifiquement ce que nous ressentons sur nos montures. Évidemment, ceux d'entre vous qui ont suivi, pour ne pas dire subi, un cours de physique à l'école s'y retrouveront. La chose n'est pas simple à comprendre, je l'avoue, mais j'en suis sûr. Si vous arrivez au bout, vous comprendrez mieux pourquoi, dans certaines situations, les jambes démissionnent. En contrepartie, cela vous demandera un certain travail de compréhension. Soyez persévérants. Ne regardez pas la vidéo du début à la fin d'un seul coup, sous peine de surchauffe mentale. Pour pouvoir adapter les résultats à vous-même, je vous proposerai quelques expériences à faire sur vos vélos pour en retirer quelques données. Avec les résultats de ces expériences, vous serez capable de calculer des valeurs que les capteurs ne vous donnent pas encore. À vous ensuite d'en tirer les enseignements. Je ne sais pas si ces nouvelles informations vous aideront à améliorer vos performances, à vous de me le dire. En tout cas, après le visionnage, vous roulerez au moins en connaissance de cause. Commençons cet exposé par une formule qui va nous permettre de calculer l'effort au niveau du pied. Cette formule, c'est celle-ci. La puissance que le cycliste développe est égale au couple qu'il applique sur le pédalier que multiplie la vitesse de rotation. Je reviendrai tout à l'heure sur ce coefficient 2/3. Le couple donc appliqué par le cycliste sur le pédalier est égal à la force appliquée par le cycliste sur la pédale que multiplie le rayon de la pédale. Tout cela n'est pas bien compliqué. Par contre, une chose qu'il faut respecter absolument, ce sont les unités. La puissance, elle, est exprimée en watts, ça c'est bien connu. La force sera exprimée en newtons. Pour simplifier, je dirais que 1 kg équivaut à 10 newtons. Le rayon sera exprimé en mètres. Et surtout, la vitesse de rotation du pédalier, que l'on exprime normalement en tours par minute, devra être exprimée dans la formule en radians par seconde. Pour passer des tours par minute, que l'on appelle généralement n, aux radians par seconde, que l'on appelle généralement oméga, il suffit de multiplier n par pi et de diviser le tout par 30. Donc la puissance exprimée par le cycliste ou appliquée par le cycliste sur le pédalier s'exprime par la force que multiplie le rayon, que multiplie pi, que multiplie n, que divise 30, que multiplie 2/3, j'y reviendrai. Et tout calcul fait, donc la force qui nous intéresse est égale à 30p sur r pi n, que multiplie 3/2. Un petit exemple pour imager tout cela. Avec un rayon de manivelle de 0,175 mètres, une puissance développée de 200 newtons, une vitesse de rotation de 80 tours par minute, on fait l'opération et on obtient 204 newtons, ce qui correspond à quelque chose près à 20 kg. Si l'on suppose que le cycliste pousse à 80%, il va donc pousser avec un effort équivalent de 16 kg, et s'il tire donc avec 20%, il tirera avec un effort de 4 kg. Passons maintenant à l'explication du coefficient 2/3 utilisé dans la formule. La formule classique P égale à C oméga est valable lorsque la force au cours du mouvement reste perpendiculaire au bras de levier. Ici, manifestement, dans le cas du cycliste, la force qu'il applique sur la pédale reste verticale, alors que le bras de levier, lui, tourne. Donc, le couple appliqué par le cycliste sur le pédalier a un effet au niveau de la puissance plus faible que si la force restait perpendiculaire au bras de levier. Tout calcul fait, les mathématiques nous disent que
Le résultat final correspond aux 2/3 de la puissance appliquée par une force qui resterait perpendiculaire aux balles de fil. Voilà pourquoi on introduit le coefficient 2/3 dans le calcul de puissance. Généralement, les cyclistes poussent sur la pédale et tirent sur la pédale opposée. Ici, on ne parle que d'un effort F qui serait égal à l'effort de pousser plus l'effort de tirer. Le résultat au niveau du calcul du couple, donc de la puissance, reste le même. Voyons maintenant ce que la physique peut nous apprendre dans le cas d'un roulage sur une route horizontale. Il est vrai que cette partie sera la plus longue de l'exposé, mais c'est aussi celle qui nous apportera le plus d'informations en vue d'une amélioration des performances. Passons aux choses plus sérieuses et plus précisément le roulage sur un sol horizontal. Donc sur ce petit croquis, j'ai représenté les efforts et les couples en présence lorsque l'on roule sur un sol horizontal. Ici, je retrouve le couple appliqué par le cycliste sur le pédalier qui, multiplié donc par la vitesse de rotation à un coefficient près, nous donne la puissance motrice. Ici, j'ai représenté deux forces, FA et FV. FA correspond aux forces aérodynamiques, donc la force de pénétration dans l'air. La force FV correspond à la force plus précisément de freinage du vélo. Le poids correspond donc au poids du cycliste plus du vélo, qui est donc perpendiculaire lorsque l'on roule sur un sol horizontal, et le poids n'intervient pas dans le calcul de puissance ici, puisque le poids est perpendiculaire à la vitesse du vélo, et donc il ne joue pas dans la dispersion de puissance. Donc FA, la force aérodynamique, plus FV, la force due au vélo, est égal à FT, que j'appelle FT, F total. On a coutume de dire que FA vaut 0,8 fois FT et que FV vaut 0,2 fois FT également. C'est avec ces efforts-là et ce couple-là que l'on va pouvoir utiliser des formules de la physique et en déduire quelques informations. Nous sommes donc dans le cas d'un cycliste qui roulerait sur un sol plat. Nous partons donc de la puissance maximale qu'il fournit, que l'on appellera Pmax. C'est la puissance qui est fournie par notre capteur de puissance. Cette puissance se traduit par une force vers l'avant appliquée au vélo, la force motrice. Cette force motrice est équilibrée par deux forces de freinage. La première force, la plus importante, puisqu'elle correspond à 80% de l'effort total de freinage, est la force aérodynamique. La physique vient à notre secours puisqu'elle peut nous permettre de calculer cette force en fonction de trois paramètres et de la vitesse de notre vélo. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle ρ, c'est la masse volumique de l'air, 1,3 kg par mètre cube. Le deuxième, c'est la surface projetée de l'ensemble vélo plus cycliste. J'ai indiqué 0,7 m², mais évidemment, ça peut varier en fonction de la taille du cycliste. Pour avoir une idée de la surface projetée, il suffit de regarder un cycliste de l'avant. On retrouve ici la surface projetée du cycliste. Bien entendu, le calcul n'est pas simple du tout. Le troisième coefficient est le coefficient que l'on appelle coefficient de pénétration dans l'air. Je vous ai donné ici un tableau qui vous permet d'avoir une idée de certains coefficients de traînée en fonction de la forme de la pièce qui se déplace dans l'air. La meilleure forme, c'est évidemment celle-ci, celle qu'on appelle en forme de goutte d'eau, qui a un coefficient de 0,04. On peut dire pratiquement nul. Le plus
la plus mauvaise solution serait bien sûr de déplacer un cube dans l'air, puisque son coefficient de traînée est de 1, proche de 1. Et on peut dire que lorsque l'on regarde un cycliste évoluer, on peut imaginer que son coefficient est proche de 0,8, 0,9, puisqu'il n'est pas loin du parallélépipède. À moins de prendre une forme, du moins une position la plus aérodynamique possible, et là peut-être qu'il se rapproche de 0,6, 0,7. En tout cas, il est évident que calculer S et déterminer C n'est pas chose facile. La puissance donc d'une force appliquée à un solide et qui se déplace en translation se calcule ainsi. Il faut faire le produit de la force par la vitesse. Donc la puissance aérodynamique sera égale à la force aérodynamique que multiplie la vitesse. Il faut que je revienne sur ces trois coefficients ici, que j'ai mis entre parenthèses. Ces trois coefficients sont des constantes. Donc le produit de trois constantes est toujours une constante. Et c'est pour ceci que j'ai décidé de l'appeler K, cette constante. Donc la force aérodynamique pourra s'exprimer par K V au carré. Cette force donc, je la retrouve ici dans le calcul de la puissance. Force aérodynamique que multiplie vitesse est donc égale à K que multiplie V2 que multiplie vitesse, soit K, notre constante aérodynamique, que multiplie la vitesse au cube. La deuxième force qui intervient lorsque le vélo et le cycliste avancent, c'est une force de frottement au niveau du vélo, qui correspond à 20% de l'effort total de freinage. Cet effort intervient en fonction des frottements, au niveau des roulements par exemple, de la forme aérodynamique des rayons, des frottements des pneus sur le sol, etc. En tout cas, cette force, elle aussi, est très difficile à appréhender. Donc on va s'intéresser, nous, plus particulièrement à la puissance aérodynamique, puisque c'est elle que l'on sait calculer grâce, je le répète, aux lois de la physique. Et donc cette puissance aérodynamique, elle vaut 0,8 fois la puissance totale développée par le cycliste. C'est ce que j'écris ici, puissance aérodynamique égale à 0,8 fois P max. Et comme on l'a vu précédemment, cette puissance aérodynamique, elle vaut K, coefficient aérodynamique, que multiplie V au cube. Ce qui m'intéresse, c'est les deux parties ici. Pourquoi? Parce que Pmax, c'est ce qui est donné par notre capteur de puissance, et V, c'est la vitesse qui nous est donnée, évidemment, par notre compteur de vitesse. Donc, on va pouvoir, si l'on connaît la puissance nécessaire pour rouler à une certaine vitesse, on va pouvoir calculer notre coefficient aérodynamique, qui dépend, je le rappelle, de la position du cycliste et de son gabarit. Et K, donc, sera égal à 0,8 fois la puissance maximale que divise la vitesse au cube. Un petit exemple maintenant, pour utiliser notre formule. Imaginons que vous avez relevé sur votre capteur de puissance une puissance de 150 watts pour rouler à une vitesse de 25 km/h, soit 6,9 mètres par seconde. En rentrant ces deux valeurs numériques dans l'expression du coefficient aérodynamique, on va pouvoir le calculer. Donc on retrouve K qui est égal à 0,8 fois 150, la puissance, que divise 6,9 au cube. On obtient donc un K de 0,36. Donc ce 0,36 correspond au coefficient aérodynamique pour notre expérience. Si l'on conserve la même position et que l'on décide par exemple de rouler à 50 km/h, maintenant nous sommes capables de calculer la puissance à fournir
pour arriver à cette vitesse-là. 50 km/h, ça correspond à 13,8 mètres par seconde. Donc la puissance requise sera égale à 0,36 que multiplie 13,8 au cube, soit 950 watts. Ces 950 watts, il faut les pondérer avec le coefficient 0,8 pour trouver la puissance à fournir, tout en tenant compte des efforts de frottement au niveau du vélo. Il est à noter que l'on entend souvent l'affirmation comme quoi la puissance est proportionnelle au carré de la vitesse. En réalité, il n'en est rien. Cette phrase s'applique uniquement à la force aérodynamique. Pour la puissance, on doit parler de vitesse au cube. En d'autres termes, si vous doublez votre vitesse de roulage, de 20 à 40 km/h par exemple, la puissance à fournir pour maintenir cette nouvelle vitesse sera 8 fois plus importante. Ceci est également vrai si vous roulez à 20 km/h avec un vent de face de 20 km/h. Rien ne vaut un bon tableur pour représenter graphiquement tout ce que l'on vient de voir. Ici, dans le cadre bleu, j'ai introduit des formules qui me permettent de calculer le coefficient K. Ce coefficient donc dépend de la vitesse et de la puissance nécessaire pour l'atteindre. Ce qui me donne un coefficient, dans ce cas-là, de 0,36. Ensuite, j'ai utilisé ce coefficient pour calculer la puissance aérodynamique à fournir au vélo pour atteindre différentes vitesses. Ici, les vitesses, je les ai étalonnées de 15 à 70 km/h. Ce qui me donne une puissance de 26 à 2600 watts en puissance aérodynamique pure. Cette puissance, je l'ai divisée par 0,8 pour retrouver la puissance corrigée effectivement applicable au vélo pour tenir compte des frottements dus au vélo. J'ai représenté également dans la colonne ici jaune l'effort aérodynamique de l'air sur le cycliste et je l'ai exprimé en kilos. Ceci me donne les courbes d'effort. Donc pour rouler de 0 à 70 km/h, on a un effort qui passe de 0 à 15 kg maximum. Par contre, la puissance, elle passe de 0 à 3300 watts. Je vous présente maintenant quelques photos de cyclistes du moins aérodynamique jusqu'au plus aérodynamique. Ici, manifestement, il est difficile de faire plus mauvais au niveau aérodynamisme. Ensuite, cycliste en danseuse, cycliste assis, bras pliés, coude rentré, cycliste sur une course contre la montre, corps à l'horizontale, tête rentrée, coude rentré, vélo couché. Son avantage, évidemment, c'est la surface projetée, qui est très faible, et la forme, qui est plus aérodynamique qu'un cycliste classique, droit. Vélo couché caréné. Et vélo qui donne l'expression d'être venu d'une autre planète. Ce vélo a battu un record de vitesse, 144 km/h sur sol horizontal, avec un plateau de plus de 90 dents. Évidemment, ce vélo ultra caréné allie tous les avantages d'une aérodynamisme parfaite, une surface frontale des plus réduites et surtout un aérodynamisme absolument parfait. Voyons ce que l'on peut dire maintenant lorsque le cycliste évolue en montée. Tout ce que l'on vient de voir concerne un cycliste évoluant sur un sol parfaitement plat. Qu'est-ce que ça donne lorsque le cycliste évolue en côte?
Nous allons voir que dans ce cas-là, tout change et nous allons comprendre pourquoi les courses se gagnent souvent dans les bosses. Ici, le poids du cycliste et de son vélo, ainsi que la pente de la route sont à prendre en compte. Plus la vitesse de grimpe sera grande, plus la puissance nécessaire sera elle-même importante. Qu'en est-il des forces appliquées au cycliste lorsque ce dernier monte une côte? Puisqu'il avance dans une masse d'air, on retrouve toujours la force aérodynamique, qui est la même que lorsqu'il roulait à plat. On retrouve toujours la force de frottement due au vélo. Mais cette fois-ci, le poids va intervenir puisque le poids n'est plus perpendiculaire à la vitesse. Et le poids va intervenir sur sa composante parallèle à la vitesse, que j'appelle Fp pour F dû au poids. Et cette force se calcule par la multiplication du poids en newton que multiplie le sinus de l'angle que je retrouve ici d'ailleurs. Pour calculer la puissance nécessaire pour monter, les formules sont bien plus simples. Donc l'effort de retenue est de la forme poids que multiplie sinus θ. Poids pilote plus vélo et θ l'angle de la pente. La puissance à fournir pour monter s'exprime donc par le produit force due au poids que multiplie la vitesse du cycliste. J'insiste une fois de plus, la force en newton et la vitesse en mètres par seconde. Un petit exemple. Supposons que le cycliste évolue sur une pente à 5%, ce qui correspond à un angle de 2,8 degrés. Le poids du cycliste et de son vélo, 75 kg, soit 750 newtons. Sa vitesse de montée, 20 km/h, soit 5,5 mètres par seconde. Je fais donc le produit 750 que multiplie sinus de l'angle, 2,8, que multiplie 5,5 la vitesse. Et j'obtiens quelque chose qui avoisine les 200 watts. À cette puissance donc nécessaire pour monter, il faut rajouter la puissance nécessaire pour rouler à 20 km/h, pour vaincre d'une part les forces aérodynamiques et d'autre part les forces de frottement au niveau du vélo. Et cette puissance pour monter à 20 km/h, elle est de 77 watts. Donc le cycliste devra fournir une puissance de 277 watts au total pour monter la pente de 5% à 20 km/h. Ici également, l'utilisation d'un tableur est bien utile. Je suis donc parti d'un poids cycliste plus vélo de 750 newtons et d'une vitesse de grimpe de 20 km/h. Au niveau de la pente, j'ai étalonné de 0 à 25%, ce qui m'a permis de déterminer la puissance nécessaire qui va de 0 jusqu'à 1000 watts. Si l'on prend un exemple précis, par exemple une pente à 10%, il faudra exercer une puissance de 415 watts pour pouvoir monter à 20 km/h. Cette puissance de 415 watts est à rapprocher de la puissance nécessaire pour rouler à 20 km/h, qui était de 77 watts. Donc, pour monter une côte de 10% à une vitesse de 20 km/h, il faudra une puissance de 477 watts, quelque chose près. Voilà. Tout ce que l'on vient de voir sous-entend l'utilisation d'un capteur de puissance. Il nous permet de calculer le coefficient aérodynamique et ainsi, le connaissant, de pouvoir effectuer tous nos calculs. Malgré tout, nous pouvons calculer ce coefficient K d'une autre manière, sans utiliser de capteur de puissance, et ainsi déterminer notre capacité à fendre l'air.
Je vous propose une nouvelle expérience. Choisissez une descente assez longue et ayant un pourcentage le plus constant possible. Laissez-vous descendre sans pédaler et relevez la vitesse atteinte correspondant à la pente de la descente. Si la descente dure assez longtemps, il vous sera possible d'adapter votre position sur le vélo afin de déterminer celle qui vous procure la plus grande vitesse. On se penche plus en avant, on plie les bras, on saisit le guidon le plus bas possible, on baisse la tête, on serre les mains, les coudes, les genoux, et etc. Voyons ce qui se passe maintenant au niveau des forces lorsque nous sommes en descente en roue libre. Donc le cycliste ne pédale plus et il se laisse entraîner dans la descente par son propre poids. Donc la seule force motrice est la projection du poids sur une direction parallèle à la vitesse que l'on appellera FP pour F du haut poids. Et cette force donc se calcule toujours de la même façon, le poids que multiplie le sinus de l'angle. Cette force motrice donc sera équilibrée par une force de freinage égale à la force aérodynamique plus la force due au vélo. Tout cela ne change pas. Nous voilà donc en descente, en roue libre, et nous allons essayer de nous passer du capteur de puissance. Ici donc le cycliste ne pédale pas, et le seul effort qui le met en mouvement est l'effort dû à son poids, comme on a vu sur le schéma précédent. Et cet effort donc vaut le poids donc, du cycliste plus du vélo que multiplie le sinus de l'angle, de la pente. Cet effort sera équilibré lorsque la vitesse va se stabiliser par l'effort de freinage. Donc l'effort dû au poids sera égal à l'effort de freinage. Cet effort de freinage, je le décompose en deux parties. 20% pour l'effort dû au vélo et 80% pour l'effort dû aux efforts aérodynamiques. L'effort aérodynamique de freinage est toujours de la forme KV2. Exactement lorsque l'on roulait à plat ou lorsque l'on roulait dans une côte. Donc 0,8 fois l'effort de freinage sera égal à KV2. Donc l'effort total de freinage sera égal à K fois V2 divisé par 0,8. K étant donc, comme toujours, le coefficient aérodynamique dont on parle depuis un bon moment. Soit P sinus θ, donc l'effort moteur, qui est égal à KV2 que divise 0,8. Tout calcul fait, on exprime K qui est égal à 0,8 fois le poids que multiplie sinus θ sur V2. Et on se rend compte que dans cette équation, le poids, on le connaît, θ, on le connaît, et V, on le connaît aussi. Ce sont le fruit de notre expérience de roue libre dans la descente. Donc on est capable maintenant de calculer d'une autre manière le coefficient K sans capteur de puissance. Un petit exemple, imaginons que le vélo plus le cycliste ont un poids de 900 Newton, la pente est à 2%, soit 1,15 degrés, et que dans ces conditions, eh bien, j'atteins la vitesse de 20 km/h en roue libre, soit 6 mètres par seconde. Je rentre ces valeurs-là dans l'équation 2K et j'obtiens un coefficient de 0,4.
Une petite remarque. Supposons que l'on connaisse le coefficient K. Et maintenant, je m'intéresse à la vitesse que je vais pouvoir atteindre en fonction d'une certaine pente. Et cette vitesse, voici son expression, 0,8 fois le poids que multiplie sinus θ divisé par K qui est maintenant connu. On en conclut donc que la vitesse croît avec le poids. Et on comprend donc pourquoi, sans pédaler, plus on est lourd et plus on va vite dans les descentes. J'ai donc utilisé à nouveau un tableur pour calculer les différentes vitesses que l'on peut atteindre en fonction de la pente de la descente. Je suis donc parti d'un cycliste plus son vélo de 900 Newton et j'ai repris les valeurs de l'exemple précédent avec un K de 0,4. Donc j'ai fait passer la pente de 0 à 25%. Dans ces conditions, la vitesse atteinte, bien sûr, lorsque la route est plate, on est à 0, mais à son maximum, à 25%, la vitesse serait de 75 km/h. C'est un petit peu ce que j'ai représenté ici, sur la courbe. Donc la vitesse en fonction de la pente. Lorsque la descente devient de plus en plus forte, la vitesse croît. J'ai également essayé de calculer la vitesse en fonction du poids du pilote et de son vélo. Je suis donc parti d'une pente de 5% et j'ai fait varier le poids de 60 kg à 100 kg. Bien, dans ces conditions, la vitesse atteinte passe de 28 à 36 km/h. Un cycliste donc de 80 kg descendrait à 32 km/h dans cette pente de 5%. Et ici, on peut voir sur cette courbe donc l'augmentation de vitesse fonction de l'augmentation de poids. Comme promis, un résumé des formules vues dans la vidéo ainsi que des cas pratiques correspondants. Donc, première formule vue, comment calculer l'effort appliqué par le pied sur la pédale. Pour cela, il nous faut connaître la puissance développée ainsi que la vitesse de rotation correspondante ainsi que le rayon de la manivelle. Ainsi, on peut calculer l'effort entre le pied et la pédale. Deuxième calcul possible, calcul du coefficient aérodynamique. Pour cela, il nous faut connaître la puissance développée et la vitesse correspondante. Et grâce à cette formule, on arrive à calculer le coefficient aérodynamique. Troisième calcul, connaissant le coefficient aérodynamique, on peut calculer la puissance nécessaire pour rouler à une certaine vitesse. Donc cette puissance est égale au coefficient aérodynamique que multiplie la vitesse au cube que divise 0,8. Autre calcul de la puissance pour monter une côte. Alors là, il nous faut connaître le poids, cycliste plus vélo, l'angle de la pente et la vitesse de grimpe. Et par cette formule, nous pouvons calculer la puissance pour monter la côte. Il ne faudra pas oublier de rajouter la puissance nécessaire pour avancer à la vitesse voulue. Dernier calcul, le calcul du coefficient aérodynamique sans capteur de puissance. Pour cela, il nous faut faire l'expérience de la descente en roue libre.
connaître le poids roulant, cycliste plus vélo, l'angle de la descente et la vitesse atteinte. Et ainsi, on peut calculer le coefficient aérodynamique et l'utiliser dans les formules précédentes. L'heure de la conclusion est enfin arrivée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura apporté des informations qui vous seront utiles sur la route. Tout au long du visionnage, vous avez dû vous faire votre propre idée sur le problème, mais j'ai tout de même envie de vous donner ma propre opinion. Si l'on désire rouler plus vite, le premier réflexe est souvent d'aller consulter les catalogues des constructeurs de vélos et par la même occasion de son banquier. Ou bien, si vous avez déjà un bon vélo, d'aller consulter le catalogue des accessoires, principalement de roues. Avec ce que nous venons de voir, il est clair que cette solution n'est pas la première à mettre en œuvre. Quoi que l'on améliore sur le vélo, nous n'interviendrons au maximum que sur 20% des efforts qui nous empêchent d'atteindre des vitesses importantes. Évidemment, des roues à 3 000 €, un mécanisme de changement de vitesse électrique à plusieurs milliers d'euros, un vélo ultra léger, amélioreront les choses, mais dans de faibles proportions. Lorsque je parle de vélo peu cher, je ne parle pas de vélo acheté en grande surface et tout juste bon pour aller chercher le pain chez le boulanger du coin. On parle ici de vélos de route que l'on peut trouver aux alentours de 3 000 € chez un cycliste professionnel. Pour gagner des watts, la meilleure solution, donc à mon avis, consiste à améliorer sa position et à soigner son habillement. Un vêtement moulant sera toujours plus intéressant qu'un kawaii trop grand qui se transforme très vite en parachute dès 15 km/h. Dans les côtes, l'ennemi est le poids et perdre quelques kilos est évidemment intéressant, mais il faut en perdre beaucoup pour vraiment voir la différence. Par exemple, perdre 5 kg dans une côte de 10% en roulant à 22 km/h fait perdre 30 watts. Que tout ceci ne vous détourne pas du point le plus important évidemment, qui est la forme physique, que l'on améliore grâce à l'entraînement. Prenez du plaisir sur la route et soyez prudents.